Alors, on continue la suite de la vidéo. Dans la vidéo précédente, merci, tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être là sur la chaîne YouTube, l'après-midi. Vous avez pu vous apercevoir qu'il n'y avait pas de son pour la vidéo de réaction. Vous avez dans la description le lien pour voir la vidéo complète. Voilà. Et donc, on reprend le cours des choses. Du sucre qui est dedans que d'acheter des produits déjà tout faits et au final qui n'apportent rien à l'organisme à part des calories et plein d'additifs et de colorants qui sont hyper néfastes pour un enfant qui est petit en fait. C'est vrai que les aliments dans les outre-mer dans les outre-mer sont plus sucrés qu'en France, enfin qu'en métropole. Notamment par exemple les yaourts. Tout ce qui est yaourt aux fruits, ils seront beaucoup plus sucrés. On est peut-être en métropole à 12 grammes de sucre aux 100 grammes de yaourt. Et en Guadeloupe, on sera peut-être à 20 grammes aux 100 grammes. Donc 20 grammes, ça fait 4 carrés de sucre dans un pot de yaourt. Donc imaginez que vous mangez 2-3 yaourts par jour, l'addition, ça fait beaucoup. Pareil. Je suis tout à fait d'accord avec elle. En plus, le yaourt est pratiquement... Beaucoup de personnes, je discutais avec une personne la semaine dernière qui me disait qu'elle avait tellement pris l'habitude de finir son repas avec un yaourt qu'elle avait l'impression de ne pas avoir totalement mangé ou complètement ou suffisamment mangé si elle ne finissait pas son repas avec un yaourt. Donc c'est tellement dans les habitudes et puis bon à savoir, mais il faut savoir que le corps se débrouille pour qu'il y ait dans le circuit sanguin l'équivalent de 5 grammes de glucose. Donc on met en comparant avec les chiffres qu'elle vient de donner, il y a une différence entre 5 grammes, 20 grammes, bon, voilà quoi. Les sodas, il y a des sodas qui sont plus sucrés, même 50% plus sucrés. Après, quand on essaie de chercher les raisons au niveau de tout ce qui est industriel, ils disent en Outre-mer, on a une appétence plus forte pour le goût sucré, suite à notre histoire coloniale. Alors, on a une appétence plus forte suite à notre histoire. Ça, c'est... ça veut dire quoi? On est NAIT comme ça, ou on nous transmet, ou on nous éduque, on nous habitue à ça. C'est distinguer qui vient en premier, l'œuf ou la poule. Hein? L'œuf, bon. Après, si on suit un petit peu l'actualité, il y avait la loi Lurel qui était sortie justement pour viser à remettre toutes les qualités, toutes les valeurs nutritionnelles au même seuil pour les mêmes aliments qui sont en Guadeloupe, enfin, en Outre-mer et en métropole également. Donc, cette loi-là visait, est-ce qu'elle a été appliquée, est-ce qu'elle s'applique? Enfin, par exemple, il y a des petites choses comme ça au niveau de la santé. On parle beaucoup, mais on ne sait pas finalement ce qu'il en est. Donc, jusqu'à présent, j'avoue que je ne sais pas si au niveau des départements d'outre-mer, on a appliqué la loi et que maintenant, dans nos supermarchés... Après, c'est une émission qui est récente, hein, maximum 2022, si ce n'est pas 2023. Donc, voilà. C'est important de reprendre aussi lait végétal, mais c'est plutôt boisson végétale parce qu'on laisse le lait aux mammifères, on va dire. Il est strictement déconseillé de donner des laits végétaux à un enfant avant 3 ans. C'est mieux de prendre... Alors, elle m'apprend justement à quel point il faut se méfier. J'étais déjà méfiant, mais là, elle va même plus loin que moi parce que on dit, c'est même pas, on n'a même pas à considérer comme lait ce qu'on vend comme lait végétal. Et effectivement, pourquoi c'est déconseillé? Là encore, c'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir mieux appréhender et être d'accord et appliquer ce qu'on dit, il faut comprendre pourquoi on nous le dit. Si on adore le lait d'amande et qu'on écoute Madame Julie Anne Lefebvre et qu'elle nous dit c'est strictement déconseillé, on aura du mal à suivre son conseil. Mais si on comprend que les boissons végétales, ce sont des produits faits complètement par l'être humain
Et il s'est dit, il y a des chimistes qui se sont dit, oh tiens, on va mettre du calcium, on met du magnésium, on met d'autres choses, et ça ressemble à quand même du lait en termes d'apport. Voilà. On ne se pose pas la question est-ce que c'est totalement similaire, parce que c'est l'équivalent de la molécule naturelle présente dans le lait des mammifères, comme elle emploie. Donc voilà. Et que du coup, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte que c'est créé de toutes parts par l'être humain. Il n'y a pas de plante qui produit du lait. Et qu'après, un animal peut boire ça. Ça n'existe pas à la base. Et donc, ça a peut-être bon goût. Et il y a une bonne pub par rapport à ça. Beaucoup de calcium enrichi en calcium ou enrichi en tel oligo-élément. Mais en fait, on se fait du mal. Et je me dis, un produit qui est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans, ça veut dire tout simplement qu'il perturbe, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut dire, parce que toutes ces molécules chimiques-là, ça perturbe en fait le fonctionnement naturel et comment dire, la construction du corps humain, le côté système immunitaire. Pourquoi pas avant 3 ans? Parce que le système immunitaire est en train de se faire. Et non seulement, c'est pas que ça n'a pas d'impact, c'est qu'en plus c'est nocif. Et il y a des études sur les parents végétaliens, ou vegan en anglais, et qui montrent qu'il y a, une proportion plus élevée que le reste de la population des enfants issus de parents végétaliens, donc qui donnent à leurs enfants que de la nourriture donc à base de plantes. Et concernant le lait, donc les laits végétaux, parce qu'il même nourrir son enfant, son propre enfant, à son lait, c'est pas végétalien en fait. Donc, eh ben, dans ces enfants-là, il y a un taux plus élevé que dans le reste de la population d'autisme, comment dire, de déformation bucco-dentaire également. Et ça, je dis juste de mémoire, mais on va dire il y a forcément d'autres conséquences. Donc, c'est ce qu'il faut. Enfin, elle n'a pas le temps de préciser, puis c'est pas le public forcément. Mais c'est vrai que si on explique, si on prend toute l'importance et la dangerosité des aliments qu'on met à l'intérieur de notre organisme, on peut plus facilement avoir un bon comportement. Là, je pense que vous allez faire un peu plus attention parce que vous vous rendez compte que c'est un produit créé par l'homme, donc ultra transformé, et que c'est pas naturel. Donc, si on déconseille aux enfants de moins de 3 ans, est-ce que parce qu'on dépasse 3 ans, ça devient un bon produit? Moi, je me pose cette question-là. Si à la base, un être humain, quand il est né au monde, n'est pas capable, ou c'est nocif pour lui, un produit qui est nocif à la naissance, est-ce que c'est bien de le boire parce que tout simplement on est plus solide, que le système immunitaire s'est formé et qu'il n'y aura pas de conséquences négatives? Des laits maternisés qui sont adaptés, ça c'est très important parce que du coup on peut rendre l'enfant dénutri, donc c'est très important à prendre en compte. Et si votre enfant est allergique, pas seulement dénutri, on peut carrément provoquer des pathologies graves et irréversibles si on nourrit ses enfants au lait d'amande ou des boissons végétales avant 3 ans. Intolérant au lactose, aux protéines lait de vache, donc là il faut se diriger soit vers son pédiatre, soit vers un professionnel de santé adapté, une diététicienne, etc. Au-delà de 3 ans, les boissons végétales ne sont pas déconseillées, mais ce n'est pas recommandé non plus. C'est-à-dire qu'il faut savoir que oui, certes, on va écrire, ce sera beau, ce sera écrit enrichi en calcium, etc. Mais il faut savoir que dans les produits laitiers, justement, on a la présence de vitamine D et que le calcium et la vitamine D, ça va ensemble. Donc, si on a du calcium mais qu'on n'a pas de vitamine D, le calcium, notre corps ne va pas l'assimiler. Donc, il sera dégradé. Enfin, quand on va faire pipi, etc., on va détruire le calcium. Tandis qu'en a... C'est une notion intéressante et importante qu'elle aborde. On va en parler dans des vidéos ultérieures, mais il faut se rendre compte parce qu'on parlait d'association des aliments, mais il y a des associations de macronutriments, des associations de minéraux, de vitamines, enfin, des associations, voilà, des molécules à différents niveaux, différentes tailles, mais il faut savoir qu'il y a donc
des combinaisons nécessaires pour que le corps puisse absorber et avoir les nutriments dont on a besoin. Mais il y a aussi l'effet inverse, ça veut dire que là on parlait elle disait la vitamine D ne va pas sans le calcium ne va pas sans vitamine D. Mais il y a aussi le contraire qui est possible, ça veut dire que le glucose va faire en sorte qu'on aura du mal à absorber la vitamine C. Donc il y a l'effet inverse aussi, notamment avec les antinutriments présents dans beaucoup de végétaux. Donc ce sont des molécules qui empêchent le corps d'absorber, d'assimiler les vitamines, minéraux, nutriments dont il a besoin. Et c'est ce dont on ne parle pratiquement pas. Parce qu'ils disent, allez-y, mangez des épinards, il y a du fer là-dedans, mais ils ne disent pas que le même fer a beaucoup d'oxalate ou de lectine et qu'il faut faire attention. Et par exemple, une plante qui a peut-être beaucoup de calcium, mais si elle a des antinutriments qui t'empêchent d'absorber le calcium, tu crois que tu fais bien, mais en fait, tu es en train comment dire, d'avoir un impact négatif sur ta santé. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ça et on n'en parle pas suffisamment. On dit juste, il y a des préconisations standards qui plaisent à la médecine et à l'industrie agroalimentaire, de manière à ce qu'on achète au supermarché et qu'on aille voir les médecins le plus longtemps possible, qu'on achète des médicaments surtout. Mais voilà, il faut ça qu'on est là, prendre du recul. Associant vitamine D et calcium, là ce sera une vraie association. Donc il faut faire attention aussi encore à nouveau aux étiquettes nutritives. Et pour continuer la pensée sur les associations, là on parle au niveau moléculaire avec des vitamines des combinaisons dont on a besoin pour que le corps puisse assimiler l'une. Attention aux combinaisons où le corps ne va pas assimiler, d'accord, mais même au niveau donc un peu supérieur à l'échelle plus grosse des aliments, c'est-à-dire que, enfin les macronutriments en tout cas, glucides et lipides, c'est la chose à éviter. Glucides et lipides, on va en reparler, mais c'est des associations, ces deux-là ne sont pas censés aller ensemble par rapport à l'absorption de l'énergie, puisqu'en fait, le corps a deux possibilités de tirer son énergie, du glucose ou des lipides. Mais les deux ensemble, sur la durée, c'est très problématique. Et ça, on n'en parle pas. Il faut savoir que malheureusement, réfléchissez un peu sur le concept, mais si vous regardez bien, les choses produites par la nature, que ce soit des produits d'origine animale ou les produits d'origine végétale, généralement, un produit, une création de la nature qui est de type en majorité glucide, il y aura très peu de lipides, il n'y aura pas beaucoup de protéines. Quelque chose qui a beaucoup de protéines, beaucoup de lipides, c'est rare, ou beaucoup de lipides simplement, parce que je parle de lipides glucides. Hein. Une création de la nature qui a beaucoup de lipides aura généralement très peu de glucides. D'accord? Et nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on a fait? On est capable de créer des choses à partir des usines, et on a ce qu'on appelle donc des aliments transformés, et généralement, on mélange des lipides et des glucides. Exemple, un produit transformé, légèrement transformé, la pâtisserie. On part de farine, on arrive à un beau gâteau. On mélange des ingrédients, mais dans un gâteau ou dans n'importe quel dessert, vous avez quoi? Des œufs, de la farine. Donc, des glucides, il y aura forcément des œufs, beaucoup de lipides. Oui. Et je ne parle pas qu'on a rajouté du sucre, du glucose. Donc beaucoup de glucides avec des lipides. À la base, c'est quelque chose, on se dit, mais c'est bizarre, c'est des bons ingrédients, des œufs, c'est sain, de la farine, bon, c'est tiré du blé. Et le mélange, à force, n'est pas bon. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi en termes d'association d'aliments. Donc oui, c'est bien de voir un produit qui est enrichi en calcium, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être un piège. Tout ce qui est marketing pour les enfants, souvent, c'est ce qui marche bien, mais ce n'est pas forcément ce qui leur va le mieux. On ne recommande pas du tout de faire un régime aux enfants pour plusieurs raisons. Déjà, ça peut amener au long terme à des troubles du comportement alimentaire. Donc des enfants qui vont se retrouver ça peut être de la boulimie, ça peut être de l'anorexie, des enfants qui mangent énormément, ados ou jeunes adultes, etc. Donc des comportements, des dérives. Alors oui, les régimes, et puis bon, le régime ici est employé dans un terme restrictif, se restreindre. Et c'est là la difficulté
euh, on voit ça comme quelque chose de privatif. Mais moi, j'emploierai peut-être prochainement le mot régime alimentaire, mais je vais essayer plutôt d'utiliser la formule style de vie alimentaire. Parce qu'en fonction de notre compréhension de ce qui est bon pour nous, on choisit une manière de manger, une manière de s'alimenter, l'association des aliments par rapport, par exemple, on a les informations dont on a parlé. Et ça, pour moi, ça ne revêt pas un caractère privatif ou restrictif, puisque on ne mange que les aliments optimaux pour notre métabolisme. Le but, c'est d'être en bonne santé. Donc, moi, je ne vois pas ça comme privatif de ne pas manger quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Mais c'est vrai qu'on emploie le mot régime alimentaire pour simplement, bon, ben, tu arrêtes de trop manger, tu manges moins, tu arrêtes de manger des desserts. La nutrition, ça va plus loin que ça. On recommande pas du tout de faire un régime aux enfants parce que, enfin, pour plusieurs raisons. Déjà, ça peut amener au long terme à des troubles du comportement alimentaire. Alors là, c'est pas que les enfants, hein. Même si on fait un régime à l'âge adulte, ça peut aussi aboutir à un comportement de troubles alimentaires et des troubles psychiques. C'est pas que les enfants, hein. La manière traditionnelle de faire un régime. Donc des enfants qui vont se retrouver à être, ça peut être de la boulimie, ça peut être de l'anorexie, des enfants qui mangent énormément ados ou jeunes adultes, etc. Donc des comportements, des dérives en fait. Donc non, le travail d'un diététicien au niveau des enfants, ce sera vraiment de travailler sur le rééquilibrage alimentaire. Donc on va supprimer aucun aliment. Si de temps en temps les parents veulent emmener l'enfant au fast-food par exemple, pourquoi pas, mais ça peut être vraiment néfaste pour un enfant de le mettre au régime. Alors, je trouve que ça complique la vie parce que si le but c'est, comment dire, je sais pas moi, de perdre du poids, je pense qu'on ira moins vite dans nos objectifs de perte de poids si on va de temps en temps à un fast-food que si on arrêtait carrément. Je pense. Bon. Mais je comprends le discours, il faut pas heurter les gens, il faut qu'on ait confiance au médecin, que ce soit notre ami, qu'on continue d'aller le voir pour se sentir bien. Mais bon, si on veut des résultats. Après, elle dit bien son objectif, c'est le rééquilibrage alimentaire. Est-ce que le souci principal d'une personne qui est obèse, c'est parce qu'elle ne mange pas équilibré? Son problème, c'est qu'elle stocke l'énergie, qu'elle ne le dépense pas. Donc, est-ce que effectivement un rééquilibrage alimentaire, ça pourrait avoir pour but de contrôler sa satiété? Mais là encore, le plus souvent, peut-être, elle emploie le terme souvent, donc je vais reprendre son terme. Souvent, ça peut être une trop disproportion entre la quantité absorbée d'énergie et puis l'utilisation. Mais si le métabolisme a un souci, et les personnes qui sont obèses généralement, par des prises de sang, on voit que leur métabolisme ne fonctionne pas correctement. Et ils sont insulino-résistants, par exemple. Donc, tu peux prendre des repas équilibrés. À partir du moment où ton métabolisme est dysfonctionnel, tu es déjà dans... Tu seras obligé d'utiliser d'autres solutions que simplement manger bien, correctement et pas trop. C'est là la limite de la quantité. À partir de certains niveaux, quand il y a un dysfonctionnement, le corps ne fait pas ce qu'il devrait faire. Donc même si tu fais ce que tout le monde fait, ce que tout le monde devrait faire, ou les recommandations, c'est-à-dire que tu manges la quantité pour quelqu'un de 1m80, de 2300 calories, qui fait 1m80, tu devrais faire, je sais pas moi. Enfin bon, ça dépend de l'IMC, de l'indice de masse corporelle. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va dire, même si tu manges la quantité que tu devrais manger à ton âge et à ton poids et taille,
S'il y a un dysfonctionnement, tu auras des soucis de santé. Donc, mais elle a bien dit, effectivement, bon, si son but c'est l'équilibrage alimentaire, donc, alors équilibrage alimentaire selon les préconisations standards qu'on lui a prises et que la société nous apprend. D'accord? C'est-à-dire, dans une assiette, le quart c'est les protéines, le quart c'est les glucides, et puis l'autre moitié des végétaux, et tu mets un dessert et une boisson. Et tu dois manger ça, l'équivalent en termes de quantité 3 fois par jour, et tu peux avoir un goûter le matin, un goûter le soir. Voilà ce vers quoi on va tendre en termes d'équilibre alimentaire. Hein. Le but, c'est ça, c'est de pouvoir manger 5 fois dans la journée et 3 gros repas. Mmh. Bon. Alors, bien sûr, on ne peut pas rentrer dans les détails, donc il n'y a pas de souci. Mais le but, encore une fois, prenons du recul et puis qu'on prenne l'habitude aussi de ne pas être passif par rapport aux informations qu'on nous donne et puis de tester sur nous-mêmes et puis de poser des questions. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que je peux vous dire, hein, vous regardez cette émission-là, vous allez regarder 5 autres émissions de santé sur le sujet. Grosso modo, ce sont ces informations-là, les mêmes informations qui vont être ressorties. Hein. Donc, mais ça crée des traumatismes sur le long terme. Et en fait, un enfant au régime, ça fera un adulte qui fera de l'alimentation une obsession. Et ça, c'est vraiment néfaste à long terme. Et ça peut justement recréer une situation, ok, peut-être qu'il va tenir son poids ou perdre du poids. Mais adulte, ça va créer des situations de surpoids ou d'obésité. Et là, ben, c'est ce qu'on appelle tout ce qui sera régime yo-yo, etc. Et ce sera un engrenage où la perte de poids n'existera plus. Précision, on n'a pas besoin de faire, malheureusement, dans cette société de consommation et on a un état avancé de marketing et de manipulation, on va dire, industrielle. Un adulte, même un adulte qui a été élevé enfant, un adulte de maintenant, on va dire de 40 ans, qui est né à la campagne, quelque part en France ou dans le monde, il a eu, on va dire, une alimentation naturelle avec principalement des aliments de l'environnement. Il y a de fortes chances qu'il soit quand même obsédé à l'âge adulte parce que tous les aliments maintenant, on ajoute du sucre, on ajoute des choses pour les goûts, on ajoute dans pratiquement tous les aliments qu'on prend dans un supermarché. Si ce n'est pas le produit de base, c'est-à-dire avec un seul ingrédient, la laitue ou la tomate ou le morceau de viande, il y aura quelque chose pour que vous ayez envie de racheter cette chose. Donc forcément, on est tous obsédés. En plus, il y a le côté social de l'alimentation. On va au resto, on va au dîner. L'alimentation, c'est plus que de la simple alimentation. On arrive à un niveau de notre société où, je veux dire, où c'est acquis. On aura de quoi manger. Même quelqu'un qui ne travaille pas, il a des allocations, il va peut-être mal manger parce qu'il n'aura pas les sous. Et encore, c'est démenti. Enfin, c'est pas une excuse en tout cas valable maintenant apparemment. Mais je sais que c'est difficile, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on ne mange plus pour simplement sa survie. On a dépassé ce stade-là dans notre évolution d'espèce humaine. Et du coup, voilà, l'alimentation, c'est problématique parce que ça va dans plusieurs aspects de notre vie. Il ne faut pas oublier que l'enfant, il grandit. Donc, nous, notre objectif, c'est de maintenir le poids de l'enfant. Et au fur et à mesure, il va grandir, donc il va s'affiner. Donc après, ce sera tout ce qui est recommandations, manger équilibré, pratiquer une activité physique, dormir correctement, limiter les écrans, etc. Mais les régimes, pas du tout. Bon, pour cette vidéo-là, on va s'arrêter là. J'ai mis en description le lien de la vidéo originale si vous voulez tout regarder et voilà, profiter de l'émission. Mais il faut dire quand même, les recommandations standards, c'est quand même mieux. On va arriver plus à avoir comment dire, à suivre les recommandations si on comprend d'où ça sort.
effectivement, c'est des bonnes choses qu'elle dit. Moins d'écran, bouger plus, manger moins. Mais, mais on est tellement, comment dire, il faut comprendre que chaque corps, chaque individu est unique. Et du coup, comme on entend ça depuis qu'on est né, chaque être humain est unique, on prend ça comme acquis et c'est quelque chose de banal de dire ça. Mais ça veut dire qu'en termes de solutions, lorsqu'on a des objectifs propres de santé, on doit être capable d'adapter les solutions autour de nous à notre cas. Et qui mieux que nous-mêmes pour le faire? Moi, ma thèse, c'est qu'il n'y a personne, que médecin ou pas médecin, doctorat ou pas doctorat, il n'y a personne plus à même que toi pour résoudre tes propres problèmes. Après, c'est une thèse qui se défend. Et on peut, bien évidemment, je conçois, avoir notre avis. À bientôt, en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, wow, super, je suis content. Je suis content d'être avec vous et j'espère que c'est réciproque. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo.